Donc, voici le cas numéro 20, le Seigneur des Anneaux. Alors, on a le document entre les mains, donc première chose à faire, c'est de se poser la question, c'est quoi la nature de ce document-là? Quelles sont ses caractéristiques principales? Ici, lorsqu'on regarde le document, première des choses, bon, c'est un œuvre de fiction, il y a une belle image, quand même beaucoup de pages, hein? Puis, on ouvre la première page, on s'en va sur la page de titre. On se rend compte qu'il y a d'autres titres qui sont nommés. On se rend compte rapidement qu'il s'agit d'une traduction. Et bon, après analyse, après consultation, on se rend compte que c'est un cas de figure vraiment d'une œuvre en partie distincte traduite. Déjà là, ça va guider toute l'orientation de notre description, toute l'orientation de certaines autres marques qu'il va falloir enregistrer pour ce cas de figure-ci. On va commencer notre description à partir de la page de titre. Hein, c'est ce que j'ai toujours fait dans chacun des cas de figure qui a été présenté dans ce cours-ci. Donc, en 2.45, premier indicateur 1, deuxième indicateur 3, L, E, espace. En $A, le Seigneur des Anneaux, tout en minuscule sauf le L majuscule. Ici, on a 3 titres. Il s'agit, bon, premièrement, il faut se poser la question, c'est quoi ça, ces 3 titres-là? Si on avait le document en main, on se rendrait vite compte qu'il s'agit des titres des parties 1, 2, 3 de l'œuvre. On ne les mettra pas en 245, ils vont aller plutôt en 505 et en 740. Il n'y a pas de $B, il n'y a pas de complément du titre. En $C, première partie de la mention de responsabilité en $C, l'auteur, espace, point virgule, espace, et le traducteur, et avec un T minuscule. Ici, édition complète avec appendice et index, ça ne sera pas en mention de responsabilité, donc ça ne sera pas en $C. On va enregistrer cette information-là dans une 250. Donc, c'est une information qui est relative à une mention d'édition. Par la suite, vu qu'on est sur la page de titre, on va continuer avec notre 264 parce qu'on a le nom de l'éditeur. Donc, on aurait Christian Bourgeois éditeur, C majuscule, B majuscule, E minuscule. Le lieu de publication, si on consulte les autres pages du PDF, on se rend compte qu'il n'est pas là. On fait une petite recherche sur Internet, on se rend compte que cet éditeur-là est localisé à Paris. Pour la date de publication, on a 3 dates possibles. On a la date de dépôt légal. Je vais juste agrandir un petit peu ici. Date de dépôt légal 2001. 1990. On a la date d'impression au nouveau tirage 2001. Puis on a la date de copyright pour la présente édition. Donc l'édition française, celle qu'on décrit. 1995. Donc ici, si on se fait notre politique locale, première source d'information, le dépôt légal. Deuxième source, la date de copyright. Donc, on a un petit peu un choix à faire entre les deux où on peut... moi, j'ai décidé de prendre 1995, qui se situe dans le fond entre la date de dépôt légal et la date d'impression. Ça me semblait être la meilleure date pour, dans ce cas de figure-ci, pour la date de publication la plus probable. Donc, entre crochets 1995. On a plusieurs autres dates, hein? Plusieurs autres dates de copyright. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on enregistre une autre 264 avec comme deuxième indicateur le chiffre 4 pour mentionner que dans cette zone-là, c'est une date de copyright. Première des choses, on va exclure les dates qui correspondent à des éditions en anglais. Hein. Donc, on a ici ces 2 titres-là chez cet éditeur-là. Donc, La Communauté de l'Anneau et les 2 tours chez George Allen & Unwin. 1966, ça fait référence à l'expression d'origine en anglais. Là. Donc, ça ne nous intéresse pas. Là. Donc, nous, ce qu'on décrit, c'est l'expression en français. Même chose ici, on a encore 66 pour la troisième partie en anglais. Puis, on a aussi 67 pour les appendices et index qui sont en anglais. Donc, ces dates-là, originellement en anglais. Donc, ces dates-là ne nous intéressent pas. Pour l'aspect, l'expression en français, on a 72 pour la Communauté de l'Anneau et les 2 tours. On a 73 pour le Retour du Roi. Et on semble avoir 1986 pour les appendices et index. Donc ici, je l'ai mis dans le corrigé, je l'ai plus élaboré.
Mais je vous dirais qu'il y a peut-être deux options, soit de ne pas enregistrer une autre date de copyright, parce qu'en réalité, il n'y en a pas une qui diffère, qui fait référence au document en entier déjà publié. Donc, c'est un peu tannant, là, parce que 1972, ça fait référence aux deux premières parties de l'œuvre, 73 à la troisième partie de l'œuvre, et 86 aux appendices et index. Mais bon, sauf que si on se fie à la lettre, si on veut, au RDA, on serait porté à enregistrer la date de copyright la plus récente. Puis, dans ce cas de figure-ci, on pourrait aussi se fier à enregistrer 1986. Donc, il y aurait deux options. C'est un cas de figure que c'est un peu difficile de trancher. On a un cas de figure particulier. Vu qu'on est sur la page de titre, on va enregistrer tout de suite notre 250, mention d'édition, dièse, édition complète avec appendice et index, seulement que le E majuscule au début, dans le respect d'une instruction qui est dans l'annexe A du RDA. Par la suite, on va se promener dans le document et on va faire défiler toutes nos zones. Donc, en 020, on a l'ISBN. En 041, c'est une zone qui ne s'affiche pas. Donc, on va enregistrer en $A FRE, c'est la langue du document décrit, en $H ENG, la langue traduite, la langue du document d'origine. On a une zone 100 qui va être, on va fier notre source d'information ici. Donc l'auteur, Tolkien, JRR, on va conserver les initiales de l'auteur, ou les premières lettres de chacun des prénoms de l'auteur en $A de la zone 100. On fait une petite recherche sur Internet, date de naissance, date de décès, et en $E, évidemment, notre monsieur Tolkien est un auteur. Dans le corrigé, j'ai mentionné que bon, la source normalement d'informations privilégiées, c'est la page de titre pour le nom de l'auteur. Une règle aussi pour le choix de l'auteur en zone 100, c'est le nom sous lequel il est le plus couramment connu. Mais je rajouterais à ça qu'une chose encore plus importante, c'est qu'en zone 100, notre monsieur Tolkien, qui aurait peut-être écrit d'autres choses, comme par exemple d'autres œuvres, comme Bilbo, on connaît Bilbo le Hobbit de Tolkien, ben, ça serait le fun que son nom soit toujours écrit de la même façon. Donc, il y a aussi un enjeu d'uniformité. On est dans un point d'accès, on veut que ce monsieur-là soit nommé toujours de la même façon dans notre catalogue. Puis ça, c'est un enjeu majeur. Donc, ça se pourrait qu'on dévie un peu du GRR et de la façon dont le nom est enregistré sur notre source d'information. Pour respecter un enjeu plus global, c'est de toujours enregistrer ce nom-là en zone 100 de la même façon. C'est ce qui distingue beaucoup la mention de responsabilité de la zone 100. Donc, la zone 100, c'est une zone contrôlée. On enregistre toujours le nom sous la même façon, sous la même forme. Mais en mention de responsabilité, ça peut varier selon le document qu'on décrit. Zone 100, 240, on a ici The Lord of the Ring. On enlève THE espace, qui est un article initial en anglais. Lord of the Ring en $A, Rings, pardon, et $L, français, parce qu'on décrit l'expression en français. 245, on l'a fait. 250, on l'a fait. 264, on l'a fait. Notre 300, ici, on a l'information. Donc, importance matérielle, dimension, il n'y a pas d'enjeu vraiment. Pour la suite, je vais aller dans le document Word. Donc, ça, on vient de le faire. Ça, on l'a fait aussi. Ça, j'ai parlé plus longuement de la façon d'enregistrer le nom, l'enjeu de l'uniformité dans nos catalogues. 240, le titre en anglais, ça va. Note 245, titre propre. Mon responsabilité de J.R.R. Tolkien et celui de Francis Ledoux, ça va. Juste à noter aussi, bien important, un espace. Ici, il y a un enjeu d'espace entre les initiales. Il faut enregistrer ça de cette façon-ci. 250, je l'ai mentionné, la mention d'édition. Mention de publication, je l'ai discuté aussi. Les options d'enregistrer ou ne pas enregistrer une date de copyright qui diffère de celle de la date de publication, je l'ai discuté tout à l'heure. Description matérielle, il n'y a pas d'enjeu. On a des index qui sont assez nombreux, qui sont variés. Ça vaut la peine de mettre les pages.
Ça démontre l'ampleur, l'importance des index dans ce document-ci. En 505, on va enregistrer une note de dépouillement dans laquelle on va enregistrer dans des $T distinctes chacun des 3 titres, donc la partie 1, la partie 2, la partie 3. On remarque ici un fait important, là, on peut être tenté d'utiliser un truc, là, ou un raccourci pour distinguer les œuvres en parties distinctes des compilations d'œuvres distinctes, sur la base du fait qu'il y a des tomes. Hein. Donc, mais en réalité, la communauté de l'anneau, c'est le tome 1, les 2 tours, c'est le tome 2, puis le retour du roi, c'est le tome 3, mais dans le document, on n'a pas cet enregistrement-là, il n'y a pas cette information-là. Donc, juste faire attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tomaison d'enregistrer, de tome d'enregistrer, que ce n'est pas une œuvre en partie distincte. Hein. Donc, ici, il n'y a pas de tome, et c'est une œuvre en partie distincte. Une zone 700 pour notre ami Francis, le traducteur. 3 zones 740. Chaque zone, on va enregistrer le titre des parties de l'œuvre en français. Et une 265 qui pointe, si on veut, qui est une relation vers la trilogie. Hein. Ce qu'on décrit, c'est l'œuvre complète. Donc, désolé, je vais faire une petite correction. C'est l'œuvre complète. Hein. Donc, en 765, ça va être une relation vers la trilogie. $A, point d'accès au créateur, comme même façon normalement qu'on a enregistré en zone 100. Lord of the Rings, on l'avait dans notre document, le titre en anglais. Puis, comme information supplémentaire, je vous avais mis une mention d'édition, une mention de publication, pardon, de l'œuvre publiée dans sa langue d'origine, en anglais. Donc, voilà, ça fait le tour du cas de figure numéro 20, qui était un cas de figure d'une œuvre traduite avec des parties distinctes.